même si ça ne va pas plaire à tout le monde, ils redoutent pour beaucoup tout ce qui est le crash obligataire, une sorte de belle correction. Quelle stratégie pour terminer 2021, une année particulière? C'est vrai que l'année 2020 a été inédite. Le Covid a transformé nos sociétés, a eu un impact majeur sur les marchés financiers. D'abord un crash et une remontada inédite. Je suis conseiller en investissement financier dans la société Strategies. Je travaille principalement sur l'analyse fondamentale et l'analyse technique, entre autres avec différents traders comme Jonathan Smadja, le fameux Trado, Bernard Pradeclos, ou éventuellement Patrick Ridet sur l'Ishimoku. Et je ne partage pas forcément le même scénario optimiste, trop optimiste qu'on entend un peu tous les jours. Et je tenais à présenter un scénario, pas forcément le plus probable, mais un des scénarios qui me paraît fluide, qui me paraît logique, et qui est un peu dans la constance de ce que l'on peut voir aujourd'hui avec le jeu de la montre des principales institutions, notamment tout ce qui est BCE, Fed, la politique en général. Donc effectivement, on parle de tapering, on fait déjà entendre parler ces derniers temps. Je pense notamment à la réunion de la Fed le 2 et 3 novembre. Et si je vous disais qu'une fois de plus, c'était peut-être un coup de bluff de jouer la montre. Donc qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme scénario? Alors, dans l'idée, on pourrait voir une sorte de belle correction d'ici la fin du mois d'octobre, que nous ramène directement au 28 octobre où la BCE, avec sa petite réunion, va venir à la rescousse, et à la rescousse de cette correction de 10-15%, par exemple. La Fed, qui rapplique le 2 ou 3 novembre, repousse l'échéance du tapering, et on se voit avec une excuse tout à fait justifiée, la crise sanitaire sociale du Covid qui se poursuit, et on repousse le tapering d'ici la fin d'année. Ou encore pire, pour s'épargner en quelque sorte le devoir de le faire lui-même, au niveau de Jay Powell, de passer la patate chaude à la LBNR, qui va peut-être reprendre le flambeau au premier trimestre 2022. Si je vous dis tout ça, c'est que ça peut effectivement jouer un peu sur le timing, que effectivement on peut tout avoir dès le 2 ou 3 novembre, ou éventuellement premier trimestre 2022. En attendant, évidemment, on va parler de l'Allemagne, le nouveau chancelier, où ça risque de durer, on parle jusqu'à Noël peut-être, pour être sûr certain. On voit que tout ce qui est SPD, les sociodémocrates avec Olaf Scholz, ou conservateurs qui sont un peu au coude à coude. Alors, ça risque de changer, mais si je vous parle de l'Allemagne, c'est aussi que ça peut s'impacter au niveau de l'endettement, et notamment au niveau de l'endettement de la France, au niveau européen, qui va être brigué un peu par d'autres pays, dont l'Allemagne, et la dette française va être plus ou moins tolérée en France, en Europe. Alors effectivement, on a un joli plan de relance européen, 120 milliards, 80 milliards en quelque sorte, ça coûte réellement 40-80 milliards, et on a 40 milliards. Bon, si on fait 120 moins les 40 qu'on a dépensés, on a quand même dépensé 80 milliards. Le sujet du Frexit va revenir sur le sujet, sur le devant de la scène. Également, on va ressortir notamment avec les élections. Et on a déjà eu un coup d'essai avec la Grèce, les UK qui ont véritablement concrétisé cette sortie de l'Europe. Et on va assister à un véritable combat entre, un peu en quelque sorte, la mondialisation versus l'Europe et mondialisation versus la régionalisation. Et c'est là où ça fait un peu scénario un peu pessimiste. Mais ce qui n'est pas forcément logique, c'est de terminer l'année sur le CAC avec plus de 20%, 35% sur un an glissant. Alors, les fondamentaux, on peut l'expliquer principalement par les banques centrales, la Fed ou la BCE. Après, ça fait vaste communicant également. Donc, quelle est la conclusion un peu de ce scénario un peu pessimiste? Et que la question, c'est
la notion de temps. Est-ce que ça arrive le 2 ou le 3 novembre uniquement quand la Fed va parler? Est-ce que ça arrive un petit peu avant, au mois d'octobre? Et qu'est-ce qu'il faut faire réellement par rapport à cette hostilité du tapering? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça? Donc, dans l'idée, il ne faut pas négliger la finance verte, la finance socialement responsable. On peut avoir aussi cette petite piqûre de rappel qui va arriver avec le début de la COP en novembre, du 1er au 12. Ils vont bien nous remettre tout ça sur le dos quand ils vont parler tout ça de la finance verte à Glasgow. Évidemment, on peut arbitrer sur le green. Je pense que tout ce qui est low carbone, les énergies, on l'a évoqué précédemment, les green bonds, les CLN, les credit links notes green, qui sont en cours de voir le jour notamment. Et que dit un peu le début de cette crise, où il y a la panique, il y a les conséquences économiques, qui dit crise, et on a évoqué également tout ce qui va être pénurie sur les matières premières, qui risquent de s'envoler, on l'a déjà vu, sur le pétrole, sur le gaz, x4. Il faut penser aussi à tout ce qui est allocation sur les terres rares. Les terres rares, les matières précieuses, justement pour tout ce qui est smartphone, voitures électriques ou autre chose, qui sont déjà en cours avec un véritable dumping du marché chinois. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident d'ouvrir une mine ailleurs qu'en Chine, parce qu'il n'y a pas une véritable concurrence, c'est une véritable concurrence qui est mise. Et on peut voir que la Chine fait du dumping sur cette politique de prix des matières premières, mais tôt ou tard, ils vont peut-être augmenter les prix. Et donc les terres rares seront peut-être aussi une issue sur tout ce qui est investissement et la flambée des prix. Même si ça ne va pas plaire à tout le monde, les valeurs refuges, on peut s'y porter. Les cryptos, j'y crois moyen. Vous avez vu ce qui s'est passé en Chine dernièrement. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus spéculatif. Et est-ce qu'on peut dire que les cryptos sont forcément la valeur refuge par excellence, plus noble, comme l'or ou d'autres? Ça peut poser problème. Secteur médical, là aussi, on assiste à quoi? Une véritable déconstruction du secteur public, peut-être pour prendre le relais sur la partie privée, et l'intelligence artificielle, toutes les sociétés qui sont un peu dans l'intelligence artificielle, les énergies, le numérique, qu'est-ce qu'on peut avoir les valeurs cycliques, je partage également dans ce qui a pu être dit auparavant. Et là où j'en viens, c'est que ce n'est pas forcément très rose, mais il faut bien prendre conscience qu'une opportunité, ça peut se louper. On ne va pas mourir de louper une opportunité. Ne pas gagner à tous les coups, ça c'est clair, mais surtout d'éviter le mauvais coup et de se prendre une belle correction là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alléger ces lignes en soi, ça reste de bon sens. De rester prudent. C'est sûr qu'on peut le voir plus en mode sniper et attendre patiemment que ce qui risque de se passer, et de rentrer lors d'une correction. Lors d'une correction qui peut avoir lieu. Alors évidemment, on sera sauvé par la banque centrale, laquelle on peut rentrer. Après, ça dépend que de vous. Si vous voulez rentrer sur Amazon, Tesla, à ces niveaux où on démultiplie les records jour après jour. Et je voulais partager aussi un point où il y avait de belles rencontres sur Lyon, à notre salon, où on a pu rencontrer énormément de gérants obligataires, et ils redoutent pour beaucoup tout ce qui est le crash obligataire, dans l'idée où la hausse des prix des obliges, la hausse des taux va prendre le pas. Et évidemment, si on parle de tapering, il y aura un arbitrage entre les différentes classes d'actifs. Et c'est là où on peut accumuler lors des corrections, envisager différents scénarios. C'est là où on parle également d'accumulation progressive sur les différents supports que l'on peut retrouver en analyse technique, évidemment, les supports majeurs, et de prendre toujours en considération la complémentarité, ce qu'on a pu évoquer à la conférence de ce matin, la complémentarité entre l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la psychologie de marché, le money management,
et qu'on ne peut pas se dire qu'il n'y a qu'une seule direction par rapport à tout ça. Évidemment, la Chine, l'Asie, ils vont se relever, très certainement beaucoup plus rapidement, et ils ont déjà commencé à initier par rapport à la France. Et c'est pas une surprise par rapport à tout ça. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que tout va toujours plus vite. Ça veut dire que les cycles vont plus rapides. On aura des corrections rapides, des reprises rapides, des flash-crash, on peut appeler ça comme ça. Alors, pas forcément apocalyptique non plus, mais 10 à 15%, ça peut donner déjà un peu une piste. Et les fameux outils, j'ai envie de dire, qui est principalement pour nos institutions, la crise du Covid, qui n'est pas finie, qui va être utilisé, abusé, continuer dans ce sens-là. Et on va très certainement voir également ce même scénario avec les élections présidentielles. Je pense que ça va être un joyeux bordel à venir, où on risque de se retrouver un peu au même niveau que la gestion des élections aux États-Unis. Après, on pourra peut-être, je ne veux pas trop déborder. Voilà. Quelle stratégie pour terminer 2021, une année particulière? C'est vrai que l'année 2020 a été inédite. Le Covid a transformé nos sociétés, a eu un impact majeur sur les marchés financiers. D'abord un crash, et une remontada inédite. Reda de XTB, tu es analyste et c'est toi qui vas commencer par t'exprimer. On voit quelques graphiques Bloomberg derrière toi. Eh bien, comment penses-tu et comment vois-tu les prochains mois sur les marchés? Alors déjà, comme vous pouvez constater, le graphique vend déjà un petit peu la mèche. J'ai penché pour les matières premières. J'ai pensé au début vous parler d'autres matières premières comme le café par exemple ou le blé. Mais finalement, j'ai décidé de me pencher tout particulièrement sur les matières premières énergétiques. Alors je m'explique pourquoi. Matières premières énergétiques, notamment le gaz naturel et le pétrole. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on fait face à une crise énergétique. Les raisons de cette crise, il y en a plusieurs. Il y a des raisons qui datent plus ou moins, certaines sont beaucoup plus récentes. Concernant les facteurs du long terme, ce sont ces différentes politiques de réduction des émissions de dioxyde de carbone, premièrement. On a de nombreux pays qui sont en train, peu à peu, de se détourner, notamment du charbon, on peut citer comme exemple nos voisins allemands. Et donc, effectivement, cela, c'est un des premiers facteurs de la crise que l'on est en train de constater à l'heure actuelle. Et cette transition vers de nouvelles énergies favorise d'autres produits, d'autres énergies à faible émission, comme vous l'aurez compris, le gaz naturel, mais également les énergies renouvelables. Concernant les énergies renouvelables, ça peut être également considéré à l'heure actuelle comme un facteur haussier. Par exemple, pour le gaz naturel, on va en parler, on va voir pourquoi. Mais d'abord, j'aimerais aborder les facteurs de court terme. Les facteurs de court terme concernant le gaz naturel, il y a tout d'abord le facteur saisonnier. Concernant le facteur saisonnier, on peut le voir sur le graphique ici. Nous avons ces stocks de gaz naturel, nous sommes proches de l'hiver et nous avons actuellement en Europe des stocks qui sont à 74%. Alors ce graphique représente le plus bas sur les 5 dernières années, nous avons ici le plus haut sur les 5 dernières années, et la courbe du milieu représente la moyenne. Donc nous sommes largement en dessous de la moyenne. Il me semble que les niveaux actuels sont à 74% et la moyenne est à 89%. Lors de l'hiver dernier, il y a eu une baisse considérable des stocks de gaz naturel. Cela est dû notamment il y a eu des besoins d'utilisation du gaz naturel en tant que source de chaleur. Parallèlement, nous étions en pleine crise du coronavirus. Et donc tout naturellement, il y a eu une baisse de la demande de production suite au ralentissement économique que nous avons connu. Et donc de ce fait, les réserves de gaz, mais également les réserves de charbon, que ce soit en Europe ou en Asie, n'ont pas pu se reconstituer suite au retour de l'activité. Donc c'est pour cela que ce facteur saisonnier pourrait être déterminant. On a déjà
un début de rallye sur le gaz naturel et je pense honnêtement que ce rallye n'est qu'à ses débuts. Il pourrait se poursuivre jusqu'à la fin d'année, éventuellement début de l'année prochaine. Donc à présent, quelles seraient les conséquences de cet hiver? L'EIA a indiqué lors de récentes estimations que cet hiver pourrait être rude. On pourrait assister à des pénuries de certaines matières premières énergétiques. C'est déjà le cas au Royaume-Uni. Nous avons des stocks qui sont épuisés alors que la demande ne cesse d'augmenter. Ce qu'il faut savoir également, et ça c'est très intéressant, je reviens justement à la politique climatique, cette volonté de réduire les émissions de dioxyde de carbone, nous la connaissons, principalement en Europe, mais elle est de plus en plus d'actualité en Asie. Donc ça c'est un fait à garder en tête qui pourrait favoriser justement cette hausse de matières premières comme le gaz naturel. Nous avons également d'un autre côté, et je vais aborder par la suite un autre graphique, la hausse des prix des permis d'émission de dioxyde de carbone qui accélère l'abandon du charbon au profit du gaz naturel et des énergies renouvelables. Concernant les énergies renouvelables, on fait face à un problème concernant les sources d'énergie renouvelable notamment, et ce sont des problèmes météorologiques. Concrètement, par exemple, au Royaume-Uni, actuellement, il n'y a pas de vent. C'est un réel problème concernant les énergies renouvelables. En Norvège, on a un faible niveau des eaux et ça entraîne une hausse de la demande des sources d'énergie plus conventionnelles comme le gaz naturel. Donc, à l'heure actuelle, on assiste à une hausse de la demande et donc on assiste quasiment à des pénuries dans certaines régions. Et là, on peut voir ce graphique également issu de Bloomberg. Nous montre plusieurs matières premières énergétiques. On voit sur un lit, des fois avec des hausses, la plupart du temps, de plus de 100%, une hausse qui peut être, dans certains cas, alimentée par une offre qui a été limitée artificiellement. Et je passe au pétrole, et je pense au pétrole, pardon, et j'en parlerai également, parce que le pétrole fait partie, selon moi, des matières premières à privilégier. Et le pétrole pourrait également attirer toute notre attention dès le début de l'année prochaine. On va très rapidement en parler par la suite. J'aimerais aborder avec vous un prochain graphique ici. Ce graphique met en relation les cours du pétrole avec le 10 ans américain. Donc on a un retour ici de la corrélation. On le sait, la hausse des prix de l'énergie est en train de jouer un rôle capital sur la hausse de l'inflation. On a pris connaissance hier des chiffres de l'inflation en France à 2,1% sur un an en septembre, selon les chiffres de l'INSEE, et pour cause, la flambée de l'énergie, plus 14,4% en un an, ce qui pèse pour 8% et explique la hausse de l'inflation en France et ailleurs. Et donc on a un retour, une forte hausse de la corrélation entre ici le 10 ans et les cours du WTI, la corrélation qui est représentée en bas. On est sur un plus haut depuis environ octobre 2020. Donc voilà pour cette petite parenthèse sur le pétrole. Je sais que certains peuvent être réticents concernant le gaz naturel. C'est une matière première très volatile, un petit peu comme le cuivre par exemple. C'est pour ça que j'ai préparé une alternative justement au gaz naturel, car effectivement le gaz naturel entraîne une hausse des coûts des entreprises, des industriels. Cette hausse des coûts sera très certainement prochainement répercutée sur les prix. Mais il y a d'autres entreprises qui profitent pleinement de cette hausse du gaz naturel, et ce sont tout simplement les producteurs de gaz naturel. Donc ici, je vous propose une liste de 4 sociétés, des sociétés qui sont axées principalement sur l'exploration, voire la production de gaz naturel. La première étant Antero Resources, celle-ci, elles opèrent tous dans le bassin des Appalaches. Et pour orienter son choix, le mieux serait donc de se focaliser sur celles qui disposent d'un maximum de ressources, de réserves prouvées de gaz naturel. Concernant cette première entreprise, les réserves prouvées sont à 17 500 milliards de pieds cubes de gaz naturel. La seconde, Range Resources, également axée sur l'exploitation et la production de gaz naturel, mais également du pétrole, qui opère aussi dans le bassin des Appalaches. C'est le cas pour toutes les entreprises. Concernant ces réserves prouvées, elles s'élèvent à 17 000 milliards de pieds cubes.
de gaz naturel. On a déjà entamé des rallyes haussiers sur ces 4 sociétés. Celle pour laquelle j'ai une préférence, c'est la troisième, EQT Corporation, qui est également dédiée à l'exploration, la production de gaz naturel, mais également au transport par gazoduc. Alors, celle-ci, pour le coup, dispose de réserves prouvées de gaz naturel à hauteur de 20 000 milliards de pieds cubes. Et nous avons la dernière, qui est la plus petite, Southwestern Energy, producteur de gaz naturel, toujours dans le bassin des Appalaches, avec des réserves prouvées de 11,9 milliards de pieds cubes. Donc voilà, si vous avez des réticences, si vous ne souhaitez pas vous aventurer sur un produit volatile tel que le gaz naturel, il y a toujours des alternatives, des solutions pour ne pas vous exposer à un tel risque. Et voici une sélection concrète de 4 entreprises. Donc à présent, très rapidement, parce que je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps, c'est ça? Alors, si tu veux bien, Reda, je te redonnerai la parole après, sauf si tu veux absolument finir, mais si ça fait sens pour toi de refaire une seconde partie par la suite, comme ça on donne déjà la parole à chacun. Je préfère passer plus tard, c'est parfait, je parlerai du pétrole notamment. Merci en tout cas pour la précision de ton travail, c'est vraiment intéressant. Je propose de donner la parole à Vincent Bois, analyste chez IG. Vincent, comment vois-tu cette fin d'année sur les marchés de manière générale? C'est vrai qu'on a l'habitude de se retrouver, de parler de crypto-monnaie, de Bitcoin, mais là si on parle au sens plus large, quel est ton sentiment pour les mois à venir? Je vais rebondir justement par rapport au secteur de l'énergie où en effet il y aura plutôt quelque chose d'intéressant à faire et trouver des sociétés plutôt qui auront un cash suffisant pour faire des rachats d'actions et pour verser des dividendes et qui profiteront justement de cette hausse. Donc, en effet, le marché de l'énergie peut être intéressant par rapport à d'autres secteurs où il pourrait y avoir certains risques. On va tout de suite citer la Fed, bien entendu, ou citer la réduction du rachat d'actifs ou la politique monétaire qui devient moins accommodante, qui est, on le sait depuis 1 an et demi, le moteur de croissance des marchés financiers, ou de la plupart des marchés financiers. Et donc la plus grosse crainte est ici, sur la fin de l'année notamment, parce qu'on parle de tapering, c'est donc la baisse des rachats d'actifs de la Réserve fédérale, sans parler de la hausse des taux. La hausse des taux de la Fed ou de la BCE va amener forcément à une hausse du coût de l'endettement et donc ralentir forcément la croissance de certaines sociétés. Et notamment les sociétés de croissance, donc celles qui ont besoin de beaucoup de cash pour investir et pour se développer. En comparaison des sociétés cycliques, qui elles ont déjà une taille importante, dans l'énergie on peut parler de Total ou autres, qui ont besoin de moins de cash et qui seront moins influencées par cette hausse du coût de l'endettement. On peut regarder également l'endettement des sociétés et donc trouver des sociétés qui sont moins endettées, qui auront un impact moins important sur justement cette hausse du coût de l'endettement. Donc déjà, c'est le premier point. Pour répondre à ta question, Fabien, sur mon point de vue justement sur la fin de l'année, même si on parle de cette réduction ou d'une politique monétaire qui serait moins accommodante, pour le moment, on en parle depuis un certain temps, on en parle même depuis 2009, et on l'a vu en quelques mois, cela n'a pas tenu très longtemps. Donc, il est difficilement imaginable pour le moment d'avoir une hausse de taux, mais en revanche, il y a bien sûr cette inflation qui progresse. Si on écoute Jérôme Powell à la Fed ou encore Christine Lagarde à la BCE, ça reste transitoire. Donc voilà, on en parlait tous les deux tout à l'heure. Quel est votre point de vue sur l'effet transitoire? 2 mois c'est transitoire, 10 ans aussi. Donc voilà, l'inflation est le plus gros risque pour le moment, le risque de voir justement une modification de la politique monétaire et donc une modification des sociétés qui vont pouvoir progresser. Donc il y a un risque de baisse sur la fin d'année. On a parlé de cette modification politique, on a parlé également de l'inflation, mais cela ne change pas l'état des marchés. On voit d'ailleurs le rachat important après 2 jours de baisse. Il y a toujours des investisseurs qui vont racheter. Donc le plus gros risque sur la fin d'année, c'est plutôt d'avoir cette modification, cette inflation qui progresse et qu'il y ait justement une modification dans le portefeuille et donc d'aller plutôt vers les cycliques et de délaisser un peu les valeurs de croissance. On pense au Nasdaq 100 ou d'autres indices qui ont bien progressé mais qui pourraient être bien plus impactés justement par cette modification ou en tout cas par ce point de vue sur l'inflation et le discours des banques centrales. Donc pour moi c'est le plus gros risque qui pourrait arriver d'ici la fin de l'année, mais pour le moment il est un peu inimaginable de voir des taux progresser, ça c'est certain. En revanche, de voir une réduction des rachats d'actifs, c'est possible à partir de novembre peut-être ou au début de l'année. La BOE, qui est donc l'équivalent de la Fed ou de la BCE, mais en Angleterre, s'apprêtait même, en tout cas
ça pourrait être la première banque centrale à augmenter ses taux, parce qu'il y a d'autres risques là-bas. Au Royaume-Uni, il y a bien sûr une inflation plus élevée, des risques plus importants, les pénuries qui sont plus dures parce qu'il y a eu le Brexit, bien entendu. Ils ne s'attendaient pas à avoir justement le Covid juste après le Brexit. Et donc, ce mouvement plus important de la BCE peut justement amener d'autres banques centrales à réaliser cette modification de la politique monétaire. Donc, je parle beaucoup de politique monétaire, mais c'est pour moi effectivement le moteur de croissance des marchés et donc la chose à surveiller la plus importante. Qu'est-ce qui va modifier cette politique? C'est l'inflation. Voilà un peu donc ce que je regarde et j'irais plutôt sur une poursuite de la baisse au niveau économique en tout cas, puisque logiquement on a plutôt une baisse, même si ça aurait dû arriver il y a déjà un petit peu de temps. Et donc, sur la fin de l'année, des risques de poursuite de la baisse sur les valeurs de croissance, donc celles qui sont endettées, qui ont beaucoup de croissance à réaliser, beaucoup de cash à brûler, et plutôt se diriger vers les valeurs cycliques qui peuvent nous amener des dividendes, notamment l'énergie, c'est un exemple à citer qui est important, parce que, comme tu le disais justement, il y a une crise énergétique qui va amener à une hausse des prix importante, et donc des sociétés énergétiques, donc les producteurs, non pas les distributeurs. Au Royaume-Uni, il y a eu 9 faillites de distributeurs en énergie parce qu'ils ne peuvent pas répercuter l'augmentation du prix des matières premières sur le client final. Mais en revanche, les producteurs, Total ou d'autres, eux vont en revanche avoir un cash flow extrêmement important, et c'est donc la raison, on a vu Total exploser il y a quelques jours, parce qu'ils auront une augmentation du cash flow qui vont lui permettre d'investir. Et donc, c'est ce type de valeurs, pour moi, sur lesquelles il faut se tourner, même si cela est peut-être un peu tôt, parce qu'on n'est pas encore dans la hausse des taux, on n'est pas encore dans la réduction des rachats d'actifs, c'est plutôt là-dessus que j'irais justement sur ce type de société, selon la stratégie à adopter, selon le profil d'investisseur, en réduisant le nombre d'entreprises qui sont de croissance et se diriger plutôt petit à petit vers des sociétés cycliques et des sociétés qui pourraient vous obtenir des dividendes importants à plus long terme. Voilà à peu près pour cette première question. Merci, c'est très clair. Bruno, donc, tu es fondateur et responsable de stratégie. Vous faites du conseil et de la formation, me semble-t-il. Il y a un volet institutionnel et un volet dédié aux particuliers. Je vais te poser la même question. Peut-être déjà te présenter pour ceux qui te découvriront aujourd'hui, et puis quel est ton point de vue sur les mois à venir sur les marchés financiers? Alors, je suis Bruno Gogeni, je suis conseiller en investissement financier dans la société Stratégies. Je travaille principalement sur l'analyse fondamentale et l'analyse technique, entre autres avec différents traders comme Jonathan Smadja, le fameux Trado, Bernard Pradeclos, ou éventuellement Patrick Ridet sur l'Ishimoku. Et je ne partage pas forcément le même scénario optimiste, trop optimiste qu'on entend un peu tous les jours. Et je tenais à présenter un scénario, pas forcément le plus probable, mais un des scénarios qui me paraît fluide, qui me paraît logique, et qui est un peu dans la constance de ce que l'on peut voir aujourd'hui avec le jeu de la montre des principales institutions, notamment tout ce qui est BCE, Fed, la politique en général. Donc effectivement, on parle de tapering, on fait déjà entendre parler ces derniers temps. Je pense notamment à la réunion de la Fed le 2 et le 3 novembre. Et si je vous disais qu'une fois de plus, c'était peut-être un coup de bluff de jouer la montre. Donc qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme scénario? Alors, dans l'idée, on pourrait voir une sorte de belle correction d'ici la fin du mois d'octobre, que nous ramène directement au 28 octobre où la BCE, avec sa petite réunion, va venir à la rescousse, et à la rescousse de cette correction de 10-15%, par exemple. La Fed, qui rapplique le 2 ou 3 novembre, repousse l'échéance du tapering, et on se voit avec une excuse tout à fait justifiée, la crise sanitaire sociale du Covid qui se poursuit, et on repousse le tapering d'ici la fin d'année, ou encore pire, pour s'épargner en quelque sorte le devoir de le faire lui-même, au niveau de Jay Powell, de passer la patate chaude à la Brenner, qui va peut-être reprendre le flambeau au premier trimestre 2022. Si je vous dis tout ça, c'est que ça peut effectivement jouer un peu sur le timing,
que effectivement on peut tout avoir dès le 2 ou le 3 novembre, ou éventuellement premier trimestre 2022. En attendant, évidemment, on va parler de l'Allemagne, de nouveau chancelier, où ça risque de durer, on parle jusqu'à Noël peut-être, pour être sûr certain. On voit que tout ce qui est SPD, les sociodémocrates avec Olaf Scholz, ou conservateurs qui sont un peu au coude à coude. Alors, ça risque de changer, mais si je vous parle de l'Allemagne, c'est aussi que ça peut s'impacter au niveau de l'endettement, et notamment au niveau de l'endettement de la France, au niveau européen, qui va être brigué un peu par d'autres pays, dont l'Allemagne, et la dette française va être plus ou moins tolérée en France, en Europe. Alors effectivement, on a un joli plan de relance européen, 120 milliards, 80 milliards en quelque sorte, ça coûte réellement 40-80 milliards, et on a 40 milliards. Bon, si on fait 120 moins les 40 qu'on a dépensés, on a quand même dépensé 80 milliards. Le sujet du Frexit va revenir sur le sujet, sur le devant de la scène, également, va ressortir notamment avec les élections. Et on a déjà eu un coup d'essai avec la Grèce, les UK qui ont véritablement concrétisé cette sortie de l'Europe, et on va assister à un véritable combat entre un peu en quelque sorte la mondialisation versus l'Europe et mondialisation versus la régionalisation. Et c'est là où ça fait un peu scénario un peu pessimiste. Mais ce qui n'est pas forcément logique, c'est de terminer l'année sur le CAC avec plus de 20%, 35% sur un an glissant. Alors, les fondamentaux, on peut l'expliquer principalement par les banques centrales, la Fed ou la BCE. Après, ça fait vaste communicant également. Donc, quelle est la conclusion un peu de ce scénario un peu pessimiste? Et que la question, c'est la notion de temps. Est-ce que ça arrive le 2 ou 3 novembre uniquement quand la Fed va parler? Est-ce que ça arrive un petit peu avant, au mois d'octobre? Et qu'est-ce qu'il faut faire réellement par rapport à cette hostilité du tapering? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça? Donc, dans l'idée, il ne faut pas négliger la finance verte, la finance socialement responsable. On peut avoir aussi cette petite piqûre de rappel qui va arriver avec le début de la COP en novembre, du 1er au 12. Ils vont bien nous remettre tout ça sur le dos quand ils vont parler tout ça de la finance verte à Glasgow. Évidemment, on peut arbitrer sur le green. Je pense que tout ce qui est low carbone, les énergies, on l'a évoqué précédemment, les green bonds, les CLN, les credit links notes green, qui sont en cours de voir le jour notamment. Et que dit un peu le début de cette crise, où il y a la panique, il y a les conséquences économiques, qui dit crise, et on a évoqué également tout ce qui va être pénurie sur les matières premières, qui risquent de s'envoler, on l'a déjà vu, sur le pétrole, sur le gaz, x4. Il faut penser aussi à tout ce qui est allocation sur les terres rares. Les terres rares, les matières précieuses, justement pour tout ce qui est smartphone, voitures électriques ou autre chose, qui sont déjà en cours avec un véritable dumping du marché chinois. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément évident d'ouvrir une mine ailleurs qu'en Chine, parce qu'il n'y a pas une véritable concurrence, c'est une véritable concurrence qui est mise, et on peut voir que la Chine fait du dumping sur cette politique de prix des matières premières, et tôt ou tard, ils vont peut-être augmenter les prix. Donc les terres rares seront peut-être aussi une issue sur tout ce qui est investissement et la flambée des prix. Même si ça ne va pas plaire à tout le monde, les valeurs refuges, on peut s'y porter. Les cryptos, j'y crois moyen. Vous avez vu ce qui s'est passé en Chine dernièrement. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus spéculatif. Et est-ce qu'on peut dire que les cryptos sont forcément la valeur refuge par excellence, plus noble, comme l'or ou d'autres? Ça peut poser problème. Secteur médical, là aussi, on assiste à quoi? Une véritable déconstruction du secteur public, peut-être pour prendre le relais sur la partie privée.
Et l'intelligence artificielle, toutes les sociétés qui sont un peu dans l'intelligence artificielle, les énergies, le numérique, quelles sont peut avoir les valeurs cycliques. Je partage également dans ce qui a pu être dit auparavant. Et là où j'en viens, c'est que c'est pas forcément très rose, mais faut bien prendre conscience qu'une opportunité, ça peut souper. Hein. On ne va pas mourir de louper une opportunité. Ne pas gagner à tous les coups, ça c'est clair, mais surtout d'éviter le mauvais coup et de se prendre une belle correction là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alléger ces lignes en soi, ça reste de bon sens. De rester prudent. C'est sûr qu'on peut le voir plus en mode sniper et attendre impatiemment, patiemment que ce qui risque de se passer et de rentrer lors d'une correction. Lors d'une correction qui peut avoir lieu. Alors évidemment, on sera sauvé par la banque centrale, laquelle on peut rentrer. Après, ça dépend que de vous. Si vous voulez rentrer sur Amazon, Tesla, à ces niveaux où on démultiplie les records jour après jour. Et je voulais partager aussi un point où il y avait de belles rencontres sur Lyon, à un autre salon, où on a pu rencontrer énormément de gérants obligataires. Et ils redoutent pour beaucoup tout ce qui est le crash obligataire, dans l'idée où la hausse des prix, des obliges, la hausse des taux, va prendre le pas. Et évidemment, si on parle de tapering, il y aura un arbitrage entre les différentes classes d'actifs. Et c'est là où on peut accumuler lors des corrections, envisager différents scénarios. C'est là où on parle également d'accumulation progressive sur les différents supports que l'on peut retrouver en analyse technique, évidemment, les supports majeurs, et de prendre toujours en considération la complémentarité, ce qu'on a pu évoquer à la conférence de ce matin, la complémentarité entre l'analyse fondamentale, l'analyse technique, la psychologie de marché, le money management, et qu'on ne peut pas se dire qu'il n'y a qu'une seule direction par rapport à tout ça. Évidemment, la Chine, l'Asie, ils vont se relever très certainement beaucoup plus rapidement, ils ont déjà commencé à initier par rapport à la France. Et c'est pas une surprise par rapport à tout ça. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que tout va toujours plus vite. Ça veut dire que les cycles vont plus rapides. On aura des corrections rapides, des reprises rapides, des flash crash, on peut appeler ça comme ça. Alors pas forcément apocalyptique non plus, mais 10 à 15%, ça peut donner déjà un peu une piste. Et les fameux outils, j'ai envie de dire, qui est principalement pour nos institutions, la crise du Covid, qui n'est pas finie, qui va être utilisé, abusé, continuer dans ce sens-là. Et on va très certainement voir également ce même scénario avec les élections présidentielles. Je pense que ça va être un joli bordel à venir, où on risque de se retrouver un peu au même niveau que la gestion des élections aux États-Unis. Après, on pourra peut-être, je ne veux pas trop déborder. Voilà, on va donner la parole à Marc. Merci Bruno. Marc Papa, tu représentes Granichère, tout à fait. directeur d'ETP, d'ETF. Uniquement l'ETP ou également? Alors, des ETF aux États-Unis, Ok. des ETP en Europe. Merci Fabien. Alors moi je vais rebondir sur l'introduction sur la façon dont Fabien a commencé par introduire ce débat, cette conférence. Il a dit en 2020-2021 on a connu 2 années exceptionnelles. Et c'est vrai, en termes de performance, les marchés ont délivré des performances tout à fait inhabituelles. Et c'est peut-être ça qui est le problème, en fait, finalement. En tout cas, qui risque d'être le problème. Consciemment ou inconsciemment, si vous voulez, que ce soit vous, les investisseurs particuliers, ou les investisseurs institutionnels, on applique tous, ou du moins on l'a dans son subconscient, cet adage qui dit que les arbres ne montent pas au ciel. Et quand on est dans une situation comme aujourd'hui, où les marchés sont montés quasiment sans interruption pendant 2 ans, quasiment en ligne droite, j'ai envie de dire, se pose automatiquement la question de quand est-ce que ça va s'arrêter. Que ce soit donc vous,
à votre niveau ou au niveau institutionnel. Donc tout le monde aujourd'hui a les yeux rivés sur les marchés en se disant quand est-ce que ça va s'arrêter de monter, quand est-ce que ça va baisser, consciemment ou inconsciemment. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que ça implique en fait, au-delà de tous les éléments fondamentaux et macroéconomiques que nous ont exposés mes collègues, qui sont tout à fait pertinents, et je rejoins beaucoup de ces éléments. Ça implique quoi? Ça implique que le moindre phénomène négatif aujourd'hui crée une panique qui fait très rapidement baisser le marché de 3-4% assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce scénario où tout le monde, même si ça continue à monter, tout le monde s'attend à ce que ça baisse. Parce qu'on sait que ça ne peut pas monter indéfiniment. Et on l'a vu il y a quelques jours avec Evergrande, donc le scandale qu'on a eu avec cette entreprise immobilière chinoise. En réalité, beaucoup d'investisseurs institutionnels savaient que la Chine ne laisserait pas se produire une telle catastrophe, mais ça a été le phénomène déclencheur de se dire allez, on vend. Il se trouve que ça n'a pas duré, les marchés se sont repris juste après, mais on est vraiment dans ce scénario où tout le monde attend ce que ça baisse. Donc moi, mon conseil pour la fin de l'année, c'est de le garder en tête. Il peut se produire un événement inattendu qui pourrait créer un mouvement de panique, qui pourrait, comme le dit mon collègue, faire baisser de 10-15% les marchés. C'est possible. Donc il faut penser à être vraiment prudent, éventuellement penser à couvrir son portefeuille. Si on estime vraiment qu'on va vraiment baisser, il y a des outils de couverture, des produits financiers qui permettent de se couvrir. Et après, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce qu'on vit en ce moment avec cette hausse des marchés, c'est quelque chose de nouveau, dû en grande partie à cause de la situation crise du Covid, on va appeler ça comme ça, mais c'est une crise quand même qui a été quand même très bénéfique pour les marchés financiers. Hein. Donc on est dans un scénario, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle aux États-Unis la Retail Army, le phénomène Robin Hood, où on a en fait les marchés américains qui sont, et même européens, mais surtout les marchés américains qui dragent de toute façon un petit peu les marchés européens, mais ces marchés américains qui sont énormément soutenus aujourd'hui par des investisseurs particuliers, par monsieur tout le monde, qui a reçu tout au long de ces 2 dernières années des aides d'État et ces chèques qui ont été reçus par les Américains de la part de l'administration, du gouvernement américain pour les aider à payer leurs factures, qui ont été en grande majorité, alors je ne me rappelle plus les chiffres, les pourcentages, mais c'est de l'ordre de 70% qui étaient investis en bourse. Donc on est dans un scénario unique, nouveau. Que va-t-il se passer? Je n'ai pas de boule de cristal, je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans un phénomène de marché tout à fait nouveau. Certains vont vous parler de bulles spéculatives. Des bulles, ça peut durer des années. Est-ce que ça va éclater ou pas? Ça, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, la certitude, c'est qu'on est dans un scénario unique. Il n'y a pas eu de précédent sur ce genre de phénomène de marché. Et tout le monde a les yeux rivés sur quand est-ce que le marché va baisser. Donc, quand on est dans un scénario où tout le monde a le doigt, j'ai envie de dire, sur le bouton prêt à vendre parce qu'on anticipe une baisse, à un moment donné, ça a de fortes chances de se produire, peut-être sur une annonce très anodine, mais qui va générer un mouvement de panique. Donc moi, ce que je vous conseille, mon avis, en fait, c'est ce que j'applique, c'est que je reste très vigilant, je suis les marchés de très près, surtout en cette fin d'année, et je me tiens prêt à couvrir mon portefeuille d'investissement au cas où la baisse se produirait pour limiter la casse. Voilà, donc ça c'était voilà. En complément, ce que je dis là, je pense que ça vient en complément de tous les facteurs fondamentaux qu'ont présenté mes confrères. Parfait. Reda, tu avais une suite à nous présenter. Mais déjà, je dois préciser, effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'à l'heure actuelle, ce qu'on observe sur les marchés, notamment sur les indices, c'est qu'à partir du moment où il y a un catalyseur baissier, on assiste à des replis considérables, des replis qui peuvent durer 1 jour, 2 jours, par la suite, il y a un rebond.
Alors effectivement, à quel moment on va avoir un réel retournement de tendance, celui qui a la réponse à cette question, à mon avis, peut être serein à l'heure actuelle. C'est assez compliqué de déterminer. Il y aura à un moment donné ou à un autre un facteur qui sera un réel déclencheur, très certainement, d'un changement de tendance. Quel sera ce facteur? C'est la question. Et effectivement, il va falloir favoriser les valeurs cycliques, délaisser les valeurs de croissance. Hein. Ça pourrait être une stratégie à adopter le plus rapidement possible. Voilà pour concrètement les indices boursiers, le marché action. Je voulais aussi rebondir très rapidement avant de passer à un autre actif que je voulais aborder, rebondir aussi sur les crypto-monnaies. Alors effectivement, il y a une répression de la Chine sur les crypto-monnaies, mais ce n'est pas pour autant dramatique. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour le moment, les institutionnels continuent à montrer un attrait considérable pour les crypto-monnaies. Alors, ça n'a pas permis d'entraîner un réel retournement de tendance, mais ça reste aussi plutôt assez délicat. Il pourrait y avoir aussi, concernant les crypto-monnaies, un facteur, une nouvelle réglementation, une nouvelle qui pourrait donc retourner la tendance. C'est pour ça que j'ai fait justement ce choix des matières premières énergétiques. J'ai parlé dans un premier temps du gaz naturel, et j'aimerais à présent parler du pétrole. Donc le gaz naturel pour terminer cette année, le pétrole également, et le pétrole pourrait susciter de l'intérêt également pour le début de l'année prochaine. Très récemment, Goldman Sachs a revu à la hausse ses prévisions concernant les cours de pétrole, notamment concernant le Brent, à $90 le baril d'ici la fin d'année, concernant le pétrole WTI à $87 d'ici la fin d'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché pétrolier, pour le moment, nous faisons face à un déficit. Il y a une hausse qui est limitée de la production de pétrole, notamment de la part des pays membres de l'OPEP+. Et il y a un impact de plus en plus faible, justement, de ces foyers de Covid-19. Donc, d'un côté, une offre qui reste limitée, malgré une hausse progressive de la part des pays membres de l'OPEP+, et de l'autre côté, une demande qui commence à se redresser considérablement. Alors effectivement, il y a de fortes chances, je pense, de voir les cours du pétrole continuer leur hausse suite à une poursuite justement de la reprise de la demande mondiale. Alors concrètement, concernant le marché pétrolier, pourquoi ça pourrait être très intéressant pour la prochaine année, pour l'année 2022, c'est qu'on s'attend à une stabilisation du marché pétrolier au cours du second semestre 2022. Alors, ce sera plus particulièrement lorsque l'offre américaine, notamment de schiste et de l'OPEP+, se seront ajustées, mais il y a un danger tout de même. Ce qu'il faudra guetter, ce qu'il faudra garder en tête, c'est cet éventuel retour du pétrole vénézuélien, mais également du pétrole iranien, suite donc aux négociations nucléaires. Donc ce sera le danger, ça pourrait être, si je puis dire, le risque de voir un repli sur le marché pétrolier, c'est donc le retour du pétrole vénézuélien et du pétrole iranien sur les marchés. Alors, je voulais terminer par un dernier graphique, un peu à l'image du graphique que nous avons vu au début concernant le gaz naturel. C'est un graphique issu de Bloomberg, encore une fois, qui représente, nous avons une borne basse ici qui correspond au plus bas sur les 5 dernières années, la borne haute les plus hauts sur les 5 dernières années, au milieu c'est la moyenne, et ici nous avons les stocks actuels. Alors théoriquement, d'un point de vue saisonnier, on peut le voir ici, on pourrait assister très prochainement à un creux, théoriquement, d'un point de vue saisonnier, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, mais il y a donc des facteurs qui pourraient éventuellement aggraver cette situation, parce qu'à l'heure actuelle, on est largement en dessous tout de même aux États-Unis de la moyenne des 5 dernières années. Alors le risque, c'est vient de la production dans le golfe du Mexique, qui n'a pas été complètement rétablie depuis les ouragans. Il faut savoir qu'il y a un quart de la production qui est toujours interrompue, et on attend un retour complet de cette production dans cette zone d'ici l'année prochaine. Donc le pétrole pourrait continuer sa remontée. On parlait d'ailleurs il y a quelques semaines d'un pétrole à $100. Et effectivement, c'est un scénario qui pourrait se réaliser. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'intéresser également au pétrole. Donc, concrètement, ce que je retiens personnellement, c'est le gaz naturel et le pétrole. Très bien.
une idée de niveau sur ces instruments ou simplement un sentiment haussier? Alors effectivement, concernant les niveaux, nous avons cette estimation de Goldman Sachs, on pourrait atteindre les $90 le baril pour le Brent, et pourquoi pas les $100. Si les $100 cassent, la hausse pourrait être soutenue. Après, tout dépendra de l'offre et de la demande. Il faudra réajuster, bien entendu, ces niveaux. Il y a l'OPEP+, qui jouera un rôle considérable. Il y a également le respect des accords des pays membres de l'OPEP+. Est-ce que ces pays membres de l'OPEP+, vont respecter ce qui est convenu lors des différentes réunions? Donc je pense, selon moi, le mieux serait d'y aller progressivement. Il est très difficile de prédire sur un horizon du moyen terme les cours du pétrole, parce qu'il y a effectivement d'un côté les producteurs, mais il y a également de l'autre côté la pandémie. Il faut dire que ce n'est pas fini, on pourrait assister à éventuellement de nouvelles mesures, on pourrait assister éventuellement à une baisse de la demande. Donc, concernant le pétrole, contrairement au gaz naturel, je pense qu'il faudra rester beaucoup plus alerte à la situation concernant la pandémie, mais également à ce qui est convenu entre les membres des pays membres de l'OPEP+. Merci. Vincent, les crypto-monnaies, ça te parle? Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, tu étais à un événement à Biarritz, un événement important relatif aux crypto-monnaies, c'était le Surfing Bitcoin. On en avait parlé en ligne. Quel est ton sentiment et quel est le sentiment de la communauté francophone que tu as pu ressentir là-bas? Et puis si tu as des choses à ajouter pour cette fin d'année 2021. En effet, oui, il y avait une conférence, à Biarritz sur le Bitcoin auquel j'ai assisté. Il y avait un peu toutes les personnes qui font partie de cette communauté donc, française. C'était des personnes qui font que du Bitcoin maximaliste. Donc pour eux, le reste des crypto-monnaies, ça reste des coins sans importance. Mais je vais rebondir sur le fait effectivement qu'il y a la Chine qui interdit les crypto-monnaies, mais ça fait près de 5 ans qu'elle interdit les crypto-monnaies. Elle demande aux mineurs de sortir donc, de Chine, alors que finalement ils ont juste mis les machines à l'arrêt. Ils ne sont pas sortis de Chine, seulement 15%. Donc l'interdiction de la Chine, elle n'est pas nouvelle, ça fait effectivement une baisse importante, et puis ça remonte derrière. Et de l'autre côté, tu parlais également de la régulation quand tu as cité les crypto-monnaies. Ce qui peut poser le problème à court terme sur ce marché, c'est les États-Unis. Il y a un plan d'infrastructure, donc d'investissement au niveau de Biden, un plan pour investir dans des infrastructures et justement soutenir la croissance aux États-Unis. Et dans ce plan qui a échoué à être voté à la Chambre des représentants hier, il y a un volet qui concerne justement les crypto-monnaies, précisant que pour financer une partie de ce plan, il y a donc l'obligation pour les personnes qui reçoivent ou qui envoient plus de $10 000 de le dire au fisc américain et également de donner l'identité de la contrepartie. Ce qui est pour le moment inédit, ou en tout cas c'est hors régulation, ce qui est plutôt intéressant pour beaucoup de gens, les crypto-monnaies. Et donc c'est à court terme, si ce plan Biden, comme ça, à $1 000 milliards, est voté à la Chambre des représentants, il y a donc l'obligation pour ces personnes de dire justement au fisc des informations qui actuellement sont cachées, et donc qui pourraient amener à une baisse importante sur la fin de l'année. Au-delà de ça, pour le long terme, on reste encore sur une nouvelle classe d'actifs, donc qui a bien fait sa place dans les marchés financiers. Ça restera très probablement un actif, peut-être pas à la même valeur, certains diront beaucoup plus élevé, d'autres beaucoup moins élevé, mais il est vrai que c'est maintenant une nouvelle classe d'actifs. De là à dire que c'est le nouvel étalon d'or, de dire que ce sera la monnaie ou le futur étalon comme l'or était ou comme le dollar est aujourd'hui, c'est un peu difficile à dire, mais c'est vrai que c'est un marché extrêmement intéressant, et au-delà de la spéculation qu'il y a là-dessus, il y a la technologie blockchain qui va rester également extrêmement longtemps. Donc je ne peux pas donner d'avis positif ou négatif sur la fin de l'année sur les crypto-monnaies, mais ça permet effectivement d'avoir une partie de son portefeuille qui est très spéculatif, qui est risqué bien entendu, mais c'est comme peut-être les biotech à une époque où beaucoup mettaient une partie de leur portefeuille parce que vous investissez sur 10 biotech et une va être extrêmement positive. Et donc je le vois un peu comme ça pour le moment. Je ne compare pas une crypto-monnaie et une biotechnologie, mais dans un portefeuille, je le vois de la même façon. Extrêmement risqué, très volatile, spéculatif, jusqu'à ce que cette crypto-monnaie prouve qu'elle ait une utilité, comme une biotech. Donc je suis positif sur ce marché spéculatif, mais pas forcément sur l'avenir que l'on peut en donner pour le moment, ou sur
les spéculations qu'il y a justement sur cette technologie et sur le marché en ligne. Merci. Bruno, voulais-tu ajouter quelque chose? Ouais, je vais rebondir sur les cryptos, je partage. Effectivement, c'est sûr que la grosse problématique sur les cryptos, c'est qu'on doit passer de la Banque de France, de la Banque centrale, où à chaque fois ils parlent de l'euro numérique, l'euro numérique, l'euro numérique. Ça sera le coup de grâce qui sera attribué aux cryptos. Et que, effectivement, là-dessus on est d'accord, c'est pas forcément une valeur refuge, mais plus spéculatif, avec pas forcément tous les tenants et aboutissants d'une monnaie pour l'instant, sur les fondements un peu économiques, d'unité de valeur, unité de réserve, et ainsi de suite, sur les cryptos, donc beaucoup plus de prudence, et effectivement on peut se diversifier avec une partie un peu plus spéculative. Et pour rebondir sur les derniers échanges, notamment sur les matières premières, pétrole, un peu compliqué de partager l'intégralité de la vision, surtout que, comme je disais, on va avoir une piqûre de rappel avec la COP au mois de novembre, que c'est de plus en plus pas boycotté du pétrole, sur le gaz, sur l'hydrogène, ça c'est clair que ça a un peu la bonne mouvance là-dessus. Et c'est sûr que après c'est de l'arbitrage aussi avec les différentes classes d'actifs et connaître un peu les versions risque que vous pouvez avoir sur ce genre de typologie. Voulais-tu ajouter des choses sur la partie que tu avais évoquée tout à l'heure, ou c'était terminé sur les marchés de manière générale, Bruno? Moi de mon côté, j'avais fait le tour important de la vision. Un des scénarios, pas forcément le plus probable, mais qui restait un peu dans sa logique et relativement fluide, et que c'est pas forcément le pessimiste qui va passer, mais c'est aussi un jeu de timing, et c'est là où il faut prendre conscience de savoir comment on s'adapte par rapport à ça, et de savoir un peu quelle est votre stratégie, la stratégie de vos investissements, de savoir comment vous voulez vous positionner, et comment vous réagissez selon votre profil et les situations qui peuvent arriver. Donc un point de vue plutôt optimiste pour les mois à venir, tant qu'il n'y a pas d'indication inverse, puisque pour le moment le timing c'est quelque part. Oui, en quelque sorte, oui et non, ça dépend de ce qui va se passer, quel élément déclencheur. Après, il y avait tout le détail de l'interprétation. Okay. Marc, as-tu un point de vue sur les crypto-monnaies et souhaites-tu ajouter quelque chose? Non, honnêtement, je n'ai pas nécessairement de point de vue sur les crypto-monnaies, à vrai dire, pour être honnête avec vous. Je m'y suis intéressé beaucoup aux crypto-monnaies, j'ai beaucoup investi dans les crypto-monnaies en 2016-2017. Là, je suis beaucoup moins investi, en réalité, pas du tout investi dans les crypto-monnaies. Je n'ai pas spécialement de point de vue. Le seul truc, c'est que c'est très difficile, enfin moi, c'est mon ressenti, c'est très difficile d'analyser, d'anticiper ce qui peut se passer sur les cryptos, parce que contrairement à d'autres classes d'actifs, comme les matières premières dont les confrères ont discuté, ou les actions, on n'a pas vraiment aujourd'hui les mêmes éléments d'analyse sur lesquels on peut s'appuyer pour anticiper les cours du Bitcoin. Aujourd'hui, même si c'est de plus en plus institutionnel sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, ça reste majoritairement un produit d'investissement qui est utilisé par les investisseurs particuliers. Donc ça reste assez difficile. Sur quoi se basent-ils pour prendre leur décision d'investissement? C'est difficile, il y en a beaucoup de ces investisseurs particuliers sur Bitcoin ou sur d'autres crypto-monnaies qui sont là en fait à la recherche de la fortune, donc qui s'attendent à avoir une explosion des cours et de gagner énormément d'argent parce qu'il y a eu des histoires qui ont fait la une des médias sur les crypto-monnaies de personnes qui sont arrivées très tôt, qui sont devenues très riches en investissant dans le Bitcoin ou dans d'autres crypto-monnaies. Aujourd'hui, mon analyse, c'est qu'il y en a beaucoup quand même qui viennent sur les cryptos pour essayer de répliquer ces success stories. Donc sur cette base-là, les décisions des investisseurs ne sont pas toujours très rationnelles. C'est pour ça que des fois on voit des crypto-monnaies dont les cours s'envolent complètement sans réelle raison derrière. Donc j'ai pas d'avis à vrai dire, si ce n'est encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prudence. Voilà.
Pour compléter, Granite Shares, vous émettez des ETP. Récemment, vous avez lancé de nouvelles classes d'actifs. Pour donner une idée de ce qui intéresse les investisseurs, quels ont été vos derniers lancements et où vont les flux en ce moment de leur côté? C'est intéressant. Alors, j'ai laissé des plus grosses choses, la liste de tous les produits qu'on a listés dernièrement sur Euronext Paris. Alors, là où c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a toute une série de produits, et là où voit l'intérêt de la majorité des investisseurs, c'est Tesla. Alors Tesla, je le compare un petit peu au Bitcoin en fait, parce que c'est le même engouement qu'ont les investisseurs particuliers pour Tesla, parfois de façon justifiée ou pas, peu importe, mais il y a un engouement qui me semble tout à fait déraisonné des investisseurs pour cette action-là. Il y a son homonyme chinois NIO qui attire énormément de flux d'investisseurs, en tout cas pour nos produits, le produit qui traque ces valeurs-là. Donc, nos produits, c'est des trackers, pour résumer. On a un tracker qui traque Tesla, donc beaucoup de volume sur Tesla, beaucoup de volume sur NIO. Et plus récemment, beaucoup, alors ça je ne l'explique pas, enfin si, parce que l'action a beaucoup monté, donc c'est pour ça, mais beaucoup de volume sur Rolls-Royce. Donc le produit Rolls-Royce qui, entre fin juillet et mi-septembre, a fait, pour le tracker qu'on a, qui a fait 300%, donc ça a attiré beaucoup d'investisseurs, puisque l'action a dû faire pas loin de 100%, et comme nous on a un tracker x3, ça a délivré une performance de 300%. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions de l'audience? Monsieur? Dans mon temps, il n'y avait pas de dichotomie entre l'économie réelle et l'économie financière. Aujourd'hui, vous avez une pandémie la plus terrible depuis 1945, mais les bourses, les indices, du moins, explosent. Ce que je voudrais savoir, c'est si demain il y avait une correction pour moins de 20%, est-ce que, malgré la chute des indices fonciers et des immobiliers, est-ce qu'on pourra avoir une dichotomie avec l'énergie? C'est-à-dire qu'on pourra avoir le pétrole qui monte et les bourses qui baissent. Et je fais juste une petite précision que, combler les dérèglements, les installations sont dans un tel état que ce n'est pas en 6 mois qu'il va régler le problème à amener de 700 000 barils par jour à 3 millions. Donc je pense que dans les 6 mois, on peut l'anticiper, ça ne voudra pas qu'il y aura des spéculations. Donc, mais est-ce que ça serait possible? Donc on a une correction sur les indices et qu'on aurait des niches sur lesquelles on pourrait, même si on a une économie stable. J'ai envie de répondre oui. On le voit depuis le début de la crise, c'est totalement incohérent sur tellement de points. Au niveau analyse fondamentale, les banques centrales, je pense que ça aurait bien défini, bien comme il faut. Est-ce qu'on pourrait avoir cette partie-là, de dire qu'il y a certains marchés qui baissent, d'autres oui? Ben oui, tout simplement parce qu'on va avoir des pénuries, et très certainement, je parle de matières premières ou autres, et que ça sera décorrélé totalement, et qu'on aura toujours l'exception qui confirme la règle sur quelques valeurs, peut-être pas tous. On l'a vu, il y a eu les dot-com dans les années 2000, aujourd'hui c'est du pharma, ce qu'on peut avoir, ou même les cryptos qui sont passés par là, et donc on a toujours une exception qui confirme la règle, j'ai envie de dire oui, tout à fait possible, et c'est pour ça que il faut se diversifier aussi, un peu dans son portefeuille. On a eu un coup du baril 147 en 2008, on ne pourrait pas en revenir, c'est vrai qu'à l'époque la Chine était en pleine discussion. Si. Oui, Vincent. Par rapport au baril, en effet, il pourrait remonter, puisque en effet, il y a eu moins d'investissement pour trouver plus de pétrole. On a une demande qui augmente, le pic de production va arriver dans les 10 prochaines années, donc le prix va forcément augmenter, mais la demande va également s'équilibrer. Donc à court terme, par rapport à votre question, sur le fait d'avoir une baisse des cours de 20%, a priori le pétrole va suivre la baisse à court terme, mais comme tu l'as dit également, il y a une demande importante, il y aura une pénurie, et donc par la suite les prix vont probablement augmenter. Mais il y a d'autres énergies alternatives aujourd'hui, et on voit d'ailleurs les majors pétrolières qui ont maintenant 5-15% de leur production qui sont des énergies alternatives. Donc sur votre question directement, la baisse de 20%, probablement que l'énergie va suivre,
à court terme, mais par la suite, pour les raisons évoquées, pourrait être justement un volet, une niche différente et qui pourrait permettre d'avoir finalement une action ou des cours positifs par rapport à un marché qui reste un peu en deçà. Monsieur. Bonjour monsieur. Bon, je suis bien content d'avoir des experts ici. Bon, vous prêchez tous non, 15%. J'aimerais que chacun de vous donne 3 titres qui risquent de baisser. Conseiller investir. Chacun de vous, 3 titres qui risquent de baisser. C'est ça qui est le plus intéressant. Hein. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une majorité d'avis spécialement précis, il y en a eu. En tout cas, au niveau des titres concrets, Rédan a proposé plusieurs en rapport avec l'énergie, vu que c'était des titres haussiers. Voilà. Après, je ne sais pas si certains ont des titres qui vous semblent surcotés et qui pourraient proposer une opportunité à shorter. Sans donner une action au-delà des valeurs technologiques et des valeurs justement pour profiter de cet engouement et on va dire de la liquidité, comme des sociétés qui n'ont aucun chiffre d'affaires ou qui n'ont pas de résultats et qui valent quand même des milliards, au-delà de citer ça. À court terme, vous pouvez, je serais plutôt baissé sur le secteur automobile par exemple. À court terme, parce qu'il y a des pénuries de semi-conducteurs, acheter des semi-conducteurs, les sociétés de semi-conducteurs et vendre le secteur automobile. Le plus intéressant, c'est que vous donnez les titres précisément, c'est ça qui sinon, c'est mais de toute façon, le secteur automobile, oui. Vous pouvez utiliser des ETF pour shorter ou pour acheter un secteur sinon. Pour répondre, code easy 3, 4, 5, 1. Plus sérieusement, il n'y a pas forcément la liste là. Pour répondre à cette question, c'est vrai qu'on donne un peu une vision peut-être un peu plus globale, macro, sur ce qui peut se faire sur les différents secteurs. Mais voilà, après à vous de trouver les valeurs ou à venir prendre des conseils chez les stratégistes. Fabien. Oui. C'est Fabien. Vous pouvez me donner, répondre à ma question, quel est l'actif qui contribue à la croissance d'une entreprise? C'est l'être humain. Et là, ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et là, il va falloir appuyer sur le bouton. Parce que la pénurie de main-d'œuvre, on a donné de l'argent facile. Biden, il a débloqué je ne sais plus combien de milliers de milliards. Puis les gens, ils ont fait quoi? Robin Hood, ils ont dépensé, ils sont sortis de la crise de 2008 de leur camping-car. Et donc, enfin, ils ont eu de l'argent facile. On est dans un monde en pleine mutation. C'est la mondialisation. Et ils sont passés où les jeunes? Il n'y a plus de serveurs, c'est les retraités qui sont obligés de venir travailler. Et ça, vous n'avez pas parlé, ce problème-là. C'est peut-être ça qui va faire que il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas d'offres. Ils sont où les gens pour travailler? Il n'y a plus de main-d'œuvre. Donc Biden, il a fait quoi? Il a dit puisque les aides, je vous les ai données, je les bloque. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Et là, c'est ce que je viens d'entendre ce matin. Donc il a bloqué ça. Et ça, ce que je voulais vous demander, si vous ne l'avez pas évoqué, c'est que voilà, on se demande de ce qui se passe. Il y a une décorrélation entre si le monde du travail il va y avoir moins de il faut de la production, il y a de la demande, mais derrière on a moins de gens qui travaillent. Là, les publications, à mon avis, on nous en plus, c'est comme ce qu'il dit le monsieur. Tant qu'il y a les banques centrales, avant on n'avait pas de banque centrale dans la bourse, dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, ils nous tiennent, mais voilà, on vit sous perfusion depuis combien de temps? On n'a pas digéré la crise de 2008. 2008, c'est quand même 8% du PIB, et là, 2021, c'est 15% du PIB. On a injecté. Qui est-ce qui va rembourser? Personne. Donc, puis après, sinon, pour le pétrole, vous ne parlez pas des énergies vertes, des green tech. On a dit Bioma, Voltalia, Neoen, ça va exploser. Il faut les acheter, c'est de l'ESG, il y a l'hydrogène. Vous avez vu ce que ça a fait, Maxi. De 4 €, c'est passé à 40, et puis maintenant, c'est plus sur 17, vous voyez. Et ça aussi, je pense que la demande de pétrole, elle va croître, mais elle a tendance à s'équilibrer, puisqu'on cherche des énergies vertes dues à la pollution, à la mondialisation, à la démographie importante. Et du coup, je pense que Total Energy, qui était une valeur de croissance, qui était une défensive, aujourd'hui c'est fini. Ils sont bien obligés de dire à leurs assemblées non, on est Total Energy, le pétrole, non, on ne pollue pas la terre. Là, tu as soulevé plusieurs points différents. Alors, du coup, je ne sais pas si certains veulent réagir. Je sais que Bruno, tu as un volet green, justement. Exactement, non, mais c'est justement, c'est pour répondre, évidemment que l'être humain est central dans toutes
cette question, mais ma vision, c'est aussi que c'est transitoire et que l'adaptation, elle va se faire au fur et à mesure, ça va prendre un certain moment aussi. Si on rentre un peu dans le concret, on le voit. Si on reprend les restaurateurs, évidemment, ils sont tapés, je ne sais pas combien de mois de confinement. Au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va peut-être faire autre chose comme travail, et que maintenant, on se retrouve avec des restaurateurs qui ont du mal à trouver ou à recruter. Pareil pour une génération un peu trop zapping, qui ne peuvent pas rester en place ou qui ne veulent pas forcément faire davantage d'efforts. Et c'est pas une généralité non plus, il y a toujours des exceptions là-dedans. Mais effectivement, c'est en phase de transition, ça va se faire, il faudra s'adapter. Et c'est là où ça va redessiner, rebattre un peu les cartes dans tout ça. Hein. Ceux qui sont touchés par la crise, c'est pas forcément uniquement les CEO des grosses boîtes, hein, mais aussi le consommateur final, le particulier, celui qui a son petit travail. Et il faudra qu'il s'adapte. Et c'est ce qu'on voit un peu avec l'ubérisation de l'économie, où du jour au lendemain, tout le monde pouvait être chauffeur de taxi au lieu de faire autre chose ou rien faire du tout. Et là, ça va se passer et ça va devoir s'adapter aussi avec l'innovation. Et ça va être un peu la suite, la transition logique là-dessus. Et sur le green, pour rebondir là-dessus, effectivement, c'est un peu la transition obligatoire, elle doit passer par le green, par le socialement responsable, les critères ESG, que ce soit environnement, écologie ou le social, la santé, les seniors ou la gouvernance, un peu pour reprendre et développer tous les critères ESG. Mais ça va être l'adaptation qui va être mise avec je ne sais pas si ça répond totalement, mais c'est pas que les serveurs, il y a même des pilotes, moi j'ai travaillé à Orly, il y a même des pilotes qui ont été obligés de prendre sur leur épargne et d'arrêter leur métier qu'ils faisaient. Et des pilotes, tout ça ouvrit, vous êtes au courant. Et là, c'est l'État qui a sauvé Air France. L'État a sauvé Air France et aujourd'hui, avec un pétrole fort, on a quand même une action qui a bloqué quelques semaines. Voilà, qui a retracé, mais c'est pour dire, on est dans un monde en plein de mutation et on n'est plus à l'abri. Moi j'ai connu la SNEC avant, c'est Safran, qui est passé de 8000 à 4000, enfin ouais, on n'est plus sûr de rien et aujourd'hui, c'est difficile. C'est la question justement qui n'est pas évidente à traiter, c'est de dire on a une phase et il faut mettre l'économie sous perfusion, avec les banques centrales, même les aides de l'État, ainsi de suite, et tôt ou tard, et c'est là où justement on parle de timing, de dire quand on débranche cette perfusion, quand on stoppe les aides, quand on stoppe avec le tapis, on avait pu l'évoquer, et la transition, elle va être un peu douloureuse pour certains, mais elle sera obligatoire. Hein. C'est un peu le même principe que une partie de Monopoly. Hein. Au bout d'un moment, on attaque tous les terrains, on continue de jouer un peu pour le plaisir jusqu'à ce qu'on aille se coucher. C'est un peu l'idée, c'est exactement le même principe. Et savoir comment ça va se passer pour la suite, voilà. Disons qu'avec tout ce qui se passe, l'inflation, on aura le droit. Ça va bien se poursuivre. Effectivement, on le dit, hein, sur 14 ans, l'inflation, 5% par an, 50% du pouvoir d'achat en moins, c'est la logique. Donc il faut se poser, notamment sur les produits d'inflation, et regarder ce qui peut se passer par la suite sur les sujets. Merci bien à tous nos intervenants. On a pris le temps de rentrer dans le détail. Merci pour votre temps, pour les questions. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.